La vie politique est une succession d'épreuves, une succession de coups, parfois de coups bas d'ailleurs. Et donc je prends les épreuves comme elles arrivent. Et j'ai une philosophie, c'est de ne pas m'agacer de quelque chose sur lequel je n'ai pas d'influence. Je n'ai pas d'influence sur la décision qui sera prise par la Cour d'appel. Il n'en demeure pas moins que, évidemment, selon sa décision, ça aura des conséquences évidemment importantes pour l'avenir de la France. Puisque ça attente directement, si vous voulez, à l'élection présidentielle, c'est-à-dire au choix également, qui est le choix des dizaines de millions de Français qui attendent cette échéance avec impatience. Ça veut dire que vous ne bougez pas, vous n'essayez même pas de savoir, franchement. Vous avez des réseaux, des amis, avocats, magistrats, etc. Non, vous ne passez pas votre journée au téléphone à dire qu'est-ce que tu sais. Non, vous savez, j'ai été avocat et je sais pertinemment que quand une cour d'appel ou un tribunal d'ailleurs est saisi d'une affaire avec des conséquences potentiellement aussi importantes, il n'y a rien qui filtre. Donc, je ne sais pas ce que vous disent ceux que vous croisez, mais sachez qu'en réalité, ils ne savent rien. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. La peur est un sentiment qui ne m'est pas familier. Et encore une fois, quand on mène un combat comme je l'ai mené, et comme je continue à le mener, et comme je continuerai, quoi qu'il arrive, à le mener, la peur n'a pas sa place. On peut avoir un sentiment d'injustice, on peut avoir un sentiment d'être privé d'un combat qui a été et qui reste le combat de ma vie. Mais à ce point-là, c'est une sorte de quitte au double. Je ne sais pas si vous connaissez l'agonie de Richelieu. On lui dit dans 24 heures, vous serez guéri ou vous serez mort. C'est un peu votre cas. Dans quelques jours, non, vous serez guéri ou vous serez morte. Non, je ne serai pas morte. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas morte. Quoi qu'il arrive, je continuerai à mener le combat pour mes idées. En réalité, je me suis toujours battue pour que nos idées soient appliquées, si vous voulez. Oui, mais Marine Le Pen, entre être militante et être président de la République, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Voilà, ça ne dépend plus de moi. Mais je continuerai à me battre et je continuerai à être militante. Et si je ne suis que militante, je serai que militante. Et je trouve que c'est déjà une grande chance de pouvoir se battre pour ses idées. Les magistrats, il faut leur faire évidemment ce crédit, sont en principe impartiaux, mais on a tous en dessus de nous cette force qui s'appelle l'esprit du temps. Est-ce que vous pensez que ça joue? Est-ce que il y a un calcul humain qui est de dire, voilà, et dans d'autres circonstances, notamment dans l'affaire Fillon, il y a eu ces reproches, justes ou injustes, qu'ils empêchaient le déroulement normal de la démocratie. Est-ce que ça compte d'après vous? J'espère. J'espère, parce qu'il y a eu une réserve d'interprétation qui a été effectuée par le Conseil constitutionnel, qui est tout de même un signal qui a été lancé, qui dit, attention, à la liberté constitutionnelle qui est celle du vote, qui est celle des Français. Alors c'est à eux que je pense, parce que, encore une fois, des décisions telles que celle-là peuvent avoir une influence sur le cours des choses. Et quand il s'agit d'une élection aussi importante que l'élection présidentielle, je mesure le poids qui doit peser aujourd'hui sur les épaules des magistrats de la Cour d'appel, et je pense qu'ils en sont parfaitement conscients, en fait. Marine Le Pen, prenons les scénarios. Jugement en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires était de 4 ans de prison, dont 2 fermes, aménagés sous bracelet, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Premier scénario, cette exécution provisoire si controversée, d'après ce que je comprends, peut en fait se retourner d'une certaine manière en votre faveur, puisque une partie de la peine aura déjà été purgée. La nouvelle peine pourrait faire qu'elle arriverait à l'inéligibilité juste avant le début de la présidentielle. Ah, ça dépend quelle peine. Oui, mais dans cette hypothèse-là, même si c'est un jour avant la date de la présidentielle, est-ce que vous y allez? Ah oui, bien sûr. L'éligibilité, elle se mesure au jour de l'élection. Pas au jour du dépôt des parrainages, pas au jour du décret de convocation des électeurs. Elle se juge au jour de l'élection. Donc, bien entendu, si je peux être candidate, et si je donc peux même faire le 1er mai, en clair, si elle arrive jusqu'au 1er mai et qu'ensuite vous êtes de nouveau inéligible, vous y allez, de nouveau éligible. Il faut quand même l'être dès le premier tour. Quand même. Oui. Bon, mais si je peux être candidate, je serai candidate. Pour peu que je puisse faire campagne, Monsieur Rochebas. Car s'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ce ne sera pas possible.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec un bracelet? Bah, bien sûr. Ouais. Je ne peux pas dépendre d'un magistrat pour m'autoriser à aller faire un meeting à Romorantin ou aller sur un marché à Hénin-Beaumont, vous voyez. Ça, c'est le deuxième cas de figure, hein, qu'on comprenne bien. Ça veut dire que sur le terrain de l'inéligibilité, les choses tournent bien, mais vous avez soit une peine de prison, soit un bracelet qui fait que pendant la campagne, vous auriez le bracelet, je ne sais même pas d'ailleurs où on le met, si c'est au bras ou à Je ne sais pas non plus, je n'ai pas cette expérience. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous êtes sûr que vous ne pourriez pas faire des meetings, comme l'ont fait certains, hein, je veux dire, de dire je suis victime, je monte mon bracelet, regardez, le système essaye de m'empêcher. Oui, non, je vois bien le côté cinématographique de l'hypothèse. Hein. Trump et son mug. Mais non. Non, parce que je pense que quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements. Et ça n'est pas le cas si vous êtes porteur d'un bracelet électronique. Donc je pense que les magistrats sont bien conscients, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire une campagne présidentielle avec un bracelet. Bon. Prenons toutes les hypothèses. L'hypothèse de l'inéligibilité en vigueur à la date de l'élection présidentielle, est-ce que votre discours, le jour de l'annonce, est déjà prêt, du 7 juillet ? Bah, si vous me demandez est-ce que j'ai réfléchi à toutes les hypothèses, j'ai évidemment réfléchi à toutes les hypothèses, bien entendu. Mais si vous voulez, je me félicite tous les jours, je me réjouis tous les jours d'être fondamentalement, je pense, différente de beaucoup d'autres responsables politiques et d'avoir toujours considéré que je pouvais prendre une balle, y compris judiciaire. Et par conséquent, il fallait à tout prix que s'il m'arrive quoi que ce soit, il y ait quelqu'un pour porter les idées pour lesquelles je me bats. Avant ça, pardon, est-ce que vous contesterez ? Si je ne peux pas être candidate, oui, bien sûr, j'userai de l'ensemble des voies de recours qui me sont ouvertes et qui me seront fermées dans un certain nombre d'hypothèses où pourtant j'aurais très envie de pouvoir saisir potentiellement la Cour de cassation, mais où je serais en réalité interdite de pouvoir le faire. Donc c'est la cassation dans tous les cas ? Non, pas dans tous les cas. Il y a des cas où je ne pourrais pas, même si j'en avais envie, où je ne pourrais pas saisir la Cour de cassation parce que cela m'interdirait en réalité de pouvoir me présenter. Est-ce que vous contesterez dans le discours ? Est-ce que vous direz c'est injuste ? C'est-à-dire que si je suis condamné, je trouve que c'est injuste pour 1000 raisons. Mais est-ce que vous élèverez ? Est-ce qu'il y aura une manifestation ? Est-ce que vous imaginez un Trocadéro avec une manifestation, avec vos troupes disant... Non, monsieur Rochemain, que les choses soient claires. Ce qui a été très contesté lors de cette première instance, c'est non seulement la formulation très politique même qu'avaient choisi les magistrats de première instance, mais c'est aussi l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, ça consiste à dire au juge d'appel, on se moque complètement de ce que vous pensez, nous avons raison, c'est comme ça, et donc nous faisons appliquer la peine que nous avons décidée, nonobstant la capacité qui est donnée à tout justiciable de pouvoir précisément faire rejuger son affaire. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances. Marine Le Pen, ce n'est pas une émission de portrait personnel, mais un lieu commun sur vous, hein, tous les biographes qui se sont risqués à faire votre biographie le disent, c'est que c'est un lieu commun. Une part de vous serait soulagée, qu'il y a une part de vous qui n'est pas consacrée 100% à la politique et que, au fond, lâcher l'affaire pourrait vous soulager. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est faux. Non, c'est faux, mais je sais que je perturbe un certain nombre de biographes, comme vous dites, parce que j'ai pas les dents qui rayent le parquet, que je n'ai pas un ego démesuré et que ce sont des gens... Vous les avez maintenant. Non, pour finir le portrait, pardon. Non, mais ce sont des gens souvent qui pensent... disent c'était la Marine Le Pen un peu fêtarde de la jeunesse qui, au fond, oui, ça fait partie d'un... Chacun sa légende, noire ou dorée. Oui, voilà. C'est ce que j'ai dit à Jordan, j'ai dit chacun son tour après. Voilà. Est-ce que cette Marine Le Pen-là pourrait se dire, au fond, j'ai bien vécu, j'ai bien profité, je passe à autre chose? Non, pas du tout. Non, j'ai toujours considéré le combat que je menais comme un devoir supérieur à l'égard de mon pays. Donc si on me prive de pouvoir remplir ce devoir, ce sera pour moi incontestablement une souffrance. Mais encore une fois, comme je n'ai pas un ego démesuré et les dents qui rayent le parquet, tout le monde pense qu'en réalité, je n'ai pas envie de remplir ses responsabilités. Bien sûr que je veux remplir ses responsabilités pour une raison simple, M. Rochemain, c'est que je pense que si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour la France, personne d'autre que nous ne le fera. Et on va rentrer dans tous ces points, disons, de programme un peu davantage. Un mot sur l'autre affaire qui s'ajoute à cela, c'est Jordan Bardella lui-même qui l'a confirmé, des perquisitions qui ont eu lieu
en Europe, après des soupçons sur des fonds européens portant du groupe Europe de députés où siégeait le Rassemblement national et dont auraient bénéficié certains de vos prestataires. On verra ce que dit l'enquête dans ce cas-là. C'est vraiment le tout début. Est-ce qu'il y a eu de votre part, disons, au sens général, ce groupe européen, une imprudence, voire une faute potentielle ? Je ne crois pas du tout que cette procédure soit justifiée. Et je vous le dis très clairement, parce que je commence à avoir une sacrée habitude des calendriers judiciaires. C'est quand même drôle, ça arrive toujours à un moment, au moment où potentiellement ça peut avoir une influence néfaste. À une semaine du rendu de la décision de la Cour d'appel, que ces perquisitions soient effectuées chez nos prestataires d'ailleurs, hein, pour moi ne relève pas du hasard. Voilà. Je suis quand même pas né de la dernière pluie. Voilà. J'y crois plus au hasard dans ce genre de domaine. Oui. Plein de hasards comme ça qui se succèdent font qu'on finit par douter. Est-ce que vous avez été imprudent, vous, Hélène ? Mais je ne sais pas quoi vous répondre. En plus, je n'étais plus député européen moi à l'époque, mais voilà, on peut toujours être imprudent. Mais entre l'imprudence, si vous voulez, et le délit, il y a une distance considérable. Moi, je trouve étonnant toujours de voir un peu la différence de traitement qui nous est réservée par rapport à d'autres responsables politiques. Vous m'empêcherez pas, si vous voulez, dans mon affaire, de m'étonner quand même que pour des mêmes faits, M. Bayrou a été relaxé, M. Mélenchon n'a même pas été poursuivi. Voilà, on nous tombe dessus toujours à bras. On ne va pas faire une grande émission juridique sur le fond, mais évidemment, il y a des degrés, il y a des paliers. Moi, je peux vous dire, j'ai vu de mes yeux, par exemple, parce qu'il y a parfois des systèmes et il y a parfois des détails. J'ai vu de mes yeux officier de sécurité de l'ancien Premier ministre qui fait la vaisselle ou qui va s'occuper des petits-enfants, de faire du babysitting. D'une certaine façon, c'est pas aux contribuables de payer ça. Ça n'est pas ce que nos assistants parlementaires faisaient. J'ai vu de mes yeux tant, et ça existe dans beaucoup de parlements, des parlementaires qui utilisent l'assistant à des fins qui ne sont pas exactement, qui va faire les courses, etc. Chez vous, c'est vrai, en tout cas, d'après le jugement tel qu'il est en première instance, ça a été un système très complet pour beaucoup de gens. Voilà. Est-ce que, encore une fois, chacun jugera, on verra ce que mais je conteste en rien, mais surtout, si vous voulez, excusez-moi, mais pour le coup, ça n'est pas du tout ce qui nous était reproché. Il nous a jamais, non, mais il nous a jamais été reproché que nos assistants parlementaires effectuaient. Ils n'avaient pas la destination telle qu'elle était prévue des tâches privées, de la même manière qu'il ne nous a jamais été reproché d'avoir tiré un bénéfice pécuniaire à titre personnel du travail politique en réalité de nos assistants parlementaires. Mais vous savez l'ambiguïté là-dessus, c'est-à-dire évidemment dès lors qu'on utilise une destination qui n'est pas stricte, on peut dire que sinon ça remplace. Vous voyez, le problème, c'est que la justice ne peut pas être ambiguë en réalité. La justice, c'est la justice. Donc, on ne peut pas dire, alors, pour un tel, on va tomber de ce côté-là, et puis pour un tel, on va tomber de l'autre côté. Parce que là, ça crée une incompréhension chez les justiciables, dont je fais bien entendu partie, et ça ouvre la voie à des interrogations sur ces différences de traitement. Marine Le Pen, on verra bien le 7 juillet, évidemment. Sûr. Prenons toutes les hypothèses, effectivement. Si c'est Jordan Bardella qui y va, voilà, vous l'évoquiez vous-même. Je ne sais pas si vous avez entendu la gaffe d'un de vos lieutenants qui est extraordinaire, c'est M. Ballard qui a lâché ce mot, c'était chez une consoeur. Il dit que vous seriez la tutrice de Jordan Bardella. C'est assez drôle parce que dès qu'il prononce le mot, il se dit « oulala, la boulette ». Voilà. Est-ce que vous seriez tant mieux s'il s'est rendu compte en le disant que c'était Est-ce que vous seriez la tutrice de Jordan Bardella ? Non, bien entendu que non. Président. Bien sûr que non. Moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que lorsque je suis devenue présidente du Rassemblement national, mon père, qui en réalité aurait aimé le rester, est extrêmement présent dans les décisions que je pouvais prendre et que je ne ferai pas la même chose à Jordan. Je pense que quand on acquiert une responsabilité, il faut l'assumer et l'assumer de façon totalement libre. Et je crois pouvoir dire, et Jordan vous le confirmera, que je laisse Jordan absolument totalement libre. Ça ne veut pas dire que nous ne discutons pas. Nous discutons ensemble régulièrement. Nous avons des conversations qui sont quasiment quotidiennes. Nous échangeons sur toute une série de sujets. Mais jamais de ma vie, je ne me vois dans la position d'une tutrice. Enfin. Madame, vous savez que tous les journalistes de France et de Navarre, avec raison, traquent les différences qu'il y a de fond, de forme entre vous et lui. C'est une évidence. C'est difficile sans vous connaître plus complètement, mais il y a quand même une question de fond. Si vous êtes candidate et vous estimez que vous êtes la candidate légitime, c'est bien que vous estimez que vous avez quelque chose en plus. C'est quoi ?
Bon, disons que je suis la candidate naturelle, en quelque sorte, de mon... Ça ne veut pas dire grand-chose, de mon naturel. camp. Si, parce que j'ai été 3 fois candidate à la présidentielle. Ça ferait une 4e fois. C'est pas la file d'attente à la poste, pardon. Non, si un candidat y va plutôt qu'un autre, c'est qu'on considère qu'il a plus de chances. Vous avez parfaitement raison, mais je pense que Jordan va évidemment admettre très facilement que j'ai acquis au cours de cette longue vie politique, parce qu'en réalité, je suis au premier rang de la vie politique depuis maintenant 25 ans, je suis obligé de le dire, mais depuis maintenant 25 ans, une expérience qui est utile. Mais surtout, nous sommes totalement complémentaires. Si vous voulez, je me suis préparé à être président de la République, il s'est préparé à être Premier ministre, le président préside, le Premier ministre gouverne. Allez au bout de ce que vous vouliez dire, il a moins d'expérience ? Ce serait totalement absurde de dire que quelqu'un qui a 58 ans, 30 ans, a plus d'expérience que quelqu'un qui en a 58. Bien entendu. Mais tout à fait. Mais encore une fois, l'expérience ne fait pas tout. Sinon, la France ne serait pas dans la situation dans laquelle elle est. Parce qu'il y a un certain nombre quand même de gens très expérimentés qui ont acquis des très grandes responsabilités dans notre pays. Et regardez le résultat, il est dramatique. Donc nous sommes complémentaires. C'est vrai que je crois avoir une certaine expérience. Mais Jordan, il a un dynamisme absolument incroyable. Il a la force et le souffle de sa jeunesse. Il a une capacité importante à rassembler. Ça tombe bien. Parce que, comme Premier ministre et chef de la majorité, c'est aussi ce qu'on attend de lui. Allez, une différence, on ne va pas essayer de faire un jeu, un inventaire à la Prévert, mais il y a quand même une différence, elle est apparue sur notre plateau. Pardon de faire un peu de patriotisme de chaîne. Non, je vous en prie. C'est quand Jordan Bardella a dit sur les retraites, l'âge de départ ne veut rien dire, qui n'est pas du tout votre ligne. Est-ce que là, il y a une différence, objectivement ? Non, objectivement, vous avez oublié la première partie de la phrase. C'est-à-dire ? Il disait tout le mal qu'il pensait d'Édouard Philippe et de sa proposition. Autre chose, ça. Non, pas du tout. Et de sa proposition de rallonger l'âge de départ jusqu'à 67 ans. Et que dit Jordan Bardella ? Il dit quelque chose de tout à fait juste. Il dit l'âge tout seul, ça veut rien dire. C'est l'âge et le nombre d'années de cotisation. Et les deux vont ensemble. Et c'est sur ces deux éléments, évidemment, que nous avons fondé notre réforme des retraites. Nous avons, je crois, réussi à régler avec cette réforme l'injustice de ceux qui rentrent tôt sur le marché du travail et qui en sortaient beaucoup plus tard, en tout cas avec beaucoup plus d'années de cotisation que les autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur ceux qui ont démarré très tard dans la vie et sont entrés très tard sur le marché du travail et qui, eux aussi, bénéficient, eux, en revanche, bénéficient d'un nombre d'annuités inférieurs pour pouvoir toucher une retraite pleine. Vous voyez, donc on travaille sur ces sujets. Madame Le Pen, en politique, l'image compte. On ne peut pas nier que l'image est si différente. L'image au sens, la patte, y compris la patte libérale, ce qui n'est pas de l'anecdote, l'apparition dans sa vie de Maria Carolina, une Bourbon. Quand on connaît l'histoire de France, alors c'est pas tout à fait la même manche, mais il y a l'autre qui a été décapité, une Bourbon qui serait première dame à l'Élysée ou à Matignon, alors, avouons que là, les royalistes qui étaient au FN première période avaleraient leur fleur de lys. Il se passe quelque chose là quand même. Non, c'est pas votre RN. Mais monsieur, heureusement, c'est incroyable. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Voilà. Ouais. Je veux dire, on peut tomber amoureux de gens qui, par définition, sont extrêmement divers. Et vous prêtez trop aux hommes politiques une forme de cynisme qui voudrait que l'intégralité des actes de leur vie personnelle, en réalité, soit commandée par leur intérêt, l'image qu'ils veulent renvoyer. De fait, c'est ça. C'est un jeune couple. De fait, c'est ça. Oui, ça aurait pu être autrement, mais pour le coup, Marine Le Pen. Pardon, il y a plein de couples qui se forment. Pardon, il y a des couples qui se forment chez Carrefour ou à la Poste. C'est pas, voilà, c'est une histoire de milieu d'image, etc. C'est leur liberté totale, mais bien sûr. Mais le résultat de ça, le hasard a fait qu'il est tombé amoureux de Maria Carolina de Bourbon. Et libre à eux, et longue vie à eux. Voilà. C'est pas la question. Et je pense que ce qui serait bien... Vous n'avez pas répondu sur les Bourbons. Leur foutre la paix, en fait. Parce que honnêtement, ça relève là, aujourd'hui, moi je vois ce qui se passe. Il y a une forme de harcèlement qui se met en place autour de Jordan Bardella. Et c'est pas à la gloire, en fait, des journalistes, je crois, que de faire ça. Foutez-leur la paix. Alors, voilà. Foutons-leur la paix, mais encore une fois, est-ce que cette différence de style, de patte, etc., vous sert à l'arrivée ou vous dessert ?
Mais ça me traverse même pas l'esprit. Je n'analyse même pas cette chose-là, Monsieur Rochemarin. Je trouve que c'est ahurissant. Parlez plus généralement. Si vous voulez. Plus généralement. D'ailleurs, d'en parler. Vous êtes deux personnalités assez diverses, assez différentes. Oui, c'est un homme, je suis une femme, Oui. je suis une mère de 3 enfants, une grand-mère de bientôt 3 petits-enfants. Félicitations. Oui, nous avons effectivement des différences. Dieu merci. Dieu merci. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes complémentaires. Et pourquoi moi j'ai offert en quelque sorte ce binôme dans cette campagne? Parce que je crois que c'est une volonté de transparence à l'égard des électeurs, mais qu'il y a aussi entre nous une solidité et une cohérence, parce que lorsque les Français vont nous faire la confiance de nous porter aux responsabilités s'ils le font, le travail est tellement gigantesque, monsieur. Et on va en parler. On va parler des premières heures du pouvoir si elles arrivent. Tellement gigantesque que, croyez-moi, il faudrait qu'on évite d'être en situation de se convaincre l'un l'autre. Encore faut-il y arriver. Nous n'aurons pas à le faire parce que nous sommes absolument sur la même ligne et nous pourrons donc immédiatement nous mettre au travail. Encore faut-il y arriver, Marine Le Pen. Ah oui. Rassurer ce qu'on appelait la bourgeoisie. Je ne sais pas si le mot a encore un sens. Je me rappelle Jean d'Ormesson, il travaillait autour de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois? Et il disait, le bourgeois, c'est celui qui s'en fout pas. Il est ni rageur, ni rêveur, ni utopiste, ni abstentionniste. C'est celui qui a un peu de bien, qui a envie que la maison soit bien tenue. C'est quelque chose, la bourgeoisie. Hein. Vous avez eu longtemps un problème avec la bourgeoisie? Oui, je ne sais pas, peut-être, non, j'ai pas le sentiment. Vous savez comme moi, il y a un problème évidemment de, on a eu un problème avec de la rassurer, une partie de la bourgeoisie a voté 81, ça a beaucoup compté pour faire gagner Mitterrand. La bourgeoisie a adoré, la bourgeoisie progressiste a adoré par exemple Emmanuel Macron à chaque élection. Vous êtes en train de me dire qu'elle s'est toujours trompée en fait. Comment? Vous êtes en train de me dire qu'elle s'est toujours trompée. Trompée ou pas, on en a besoin. Moi, je catégorise pas les gens comme ça, monsieur. Je suis désolé de vous le dire, mais j'ai pas cette vision mathématique de la politique. Moi, je considère que le président de la République doit être le président de tous les Français. D'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, quel que soit le niveau de leur patrimoine. Vous sont d'accord, et comme, si vous voulez, l'unité... Ça, je pourrais vous le dire aussi, pardon. Mais les classes populaires, la bourgeoisie, tout ça a un sens. Marine Le Pen, parce que ça a été oublié, ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on a voulu faire de la politique une véritable science, où des sondeurs, des analyses venaient vous expliquer qu'il fallait obtenir tel électorat, tel autre. Moi, je veux que le peuple de France soit uni, et qu'ils se disent, oui, nous avons encore la capacité de redresser notre pays qui va, aujourd'hui, il faut bien le dire, particulièrement mal. Allez, je vous pose une question psychologisante. Vous pourrez, si vous voulez, m'envoyer dans les cordes. Oui, je pourrais. Deuxième question sur les biographes. Il y a un lieu commun sur vous qui est que, et plus qu'un lieu commun, tous ceux qui vous connaissent bien disent cela, que le fait d'avoir été la fille de Jean-Marie Le Pen, par rapport à une bonne société bourgeoise, etc., a été difficile pendant longtemps. Est-ce que c'est vrai ? Oui, certainement. Certainement, il y avait une forme de tabou moral, en réalité, au vote Front National pendant longtemps. Ce tabou moral est tombé beaucoup, il tombe de plus en plus. Et dans les dîners en ville, voilà, je pense que certains considéraient que c'était pas génial de dire qu'on votait Le Pen. Mais je pense que les choses ont beaucoup évolué. Et que beaucoup de gens, d'abord, ont constaté que la politique qui est menée a été dramatique et que les solutions que nous proposons sont probablement les plus cohérentes. Est-ce que vous avez été blessé ? Marion Maréchal, dans cette même émission, disait qu'elle racontait cette scène à l'université, je crois, le type qui tombe amoureux d'elle, puis il découvre qui elle est, et il dit « Ah non, je ne veux plus te voir plus jamais ». Oui, ça peut arriver. Ça vous est arrivé ? Oh ben non, pas en amour, mais oui, ça peut arriver, oui. Vous en avez voulu à des gens ? Voulu, non. Je ne suis pas une rancunière, moi. Je ne suis pas rancunière. Voilà. J'en veux sur le moment, mais le lendemain matin, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, on n'est plus aux petites histoires de collège-université, ce sont les patrons. Est-ce que les patrons sont prêts à voir Marine Le Pen ? Vous savez qu'on traque les gens du CAC 40 qui acceptent ou non de vous rencontrer. Est-ce que tous acceptent de vous rencontrer ? Non, mais ce qui est incroyable, en réalité, c'est qu'on les traque. Ce qui est incroyable, c'est qu'on reproche à des patrons, qu'ils soient d'ailleurs des patrons de TPE, PME ou des patrons du CAC 40, de souhaiter rencontrer quelqu'un qui peut demain
devenir présidente de la République. C'est incroyable. Ça fait encore événement, vous savez très bien. Quand il y a une rencontre RN-MEDEF, que ça vous plaise ou non, ça fait encore événement. C'est un sujet. Oui, mais ça m'étonne que ce soit encore un sujet. Et je pense que ceux qui en font un sujet devraient eux-mêmes s'étonner du niveau de sectarisme qu'en réalité, ils véhiculent eux-mêmes. Est-ce qu'il y a déjà des ralliés de la victoire, des gens qui vous appellent pour tâter le terrain, pour voir si jamais vous arrivez là, qu'ils ne soient pas oubliés? Oui, mais il y en aura, mais c'est pas grave. Je m'en moque. Vous les prendrez? Ça. Mais bien sûr, tout le monde doit pouvoir venir, encore une fois, participer. Vous en aurez besoin. Mais tout le monde doit pouvoir venir participer à un travail qui va être, je vous l'ai dit, gigantesque, considérable, qui doit être mis en œuvre le plus rapidement possible. Et le grand sujet, ça va être le sujet des priorités, Monsieur Rogemin, parce qu'en réalité, quand la santé est effondrée, l'école est effondrée, l'insécurité explose, l'immigration est hors contrôle, la désindustrialisation n'a jamais été aussi grave dans notre pays. Sur l'intégralité de ces domaines-là, il va falloir agir vite, et donc toutes les bonnes volontés seront la bienvenue. Et on ne regardera pas si les gens sont venus il y a 10 ans, il y a 5 ans, si voilà, ils ont couru au secours de la victoire. On s'en moque parce qu'il s'agit du pays. Voilà, parce qu'il s'agit du pays. Et donc on fermera les yeux sur tout ça. Le phénomène Mélenchon, à cet état de la campagne, c'est un phénomène, objectivement, il est extrêmement présent, il est talentueux, d'après vous? Oh bah, il manque pas de talent chez Mélenchon, c'est ce qui rend d'ailleurs son projet encore plus dangereux. Et il manque pas de talent. Mais il est techniquement bon? Bon, en réalité, il utilise, comme souvent la gauche d'ailleurs, une technique qui commence à se voir, qui est la technique de l'accusation au miroir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui passe sa vie à parler de la race, à faire référence à la couleur de peau, aux origines des gens, et en même temps, il vous traite de raciste. Vous voyez, c'est quelqu'un qui passe sa vie à tenir des propos antisémites, assumés, quitte à mettre en cause d'ailleurs le caractère terroriste du 7 octobre, et qui vous traite d'antisémite. C'est celui qui fait élire deux fois Macron. Ce qu'il conteste. C'est celui qui fait élire 2 fois Macron. Et il vous traite de macroniste, vous voyez. Donc ça s'appelle l'accusation en miroir. Ça, c'est limite, ça. Mais pourtant, surtout, le fond du projet est un fond de désunion du pays. C'est-à-dire exactement, en réalité, l'inverse de ce que nous souhaitons. Et pourtant, Marine Le Pen peut-il gagner contre vous? Au second tour, est-ce qu'il peut gagner contre vous? Mais, M. Rogemin, le principe d'une élection, c'est que personne ne connaît le résultat de cette élection. Voilà, à un moment, il faut se dire que le combat n'est jamais gagné d'avance. C'est pas la même chose si c'est Fabien Roussel ou si c'est Édouard Philippe. Voilà. Non, le combat n'est jamais gagné d'avance. Et si, oui, c'est pas la même chose, mais en même temps, il y a quand même très peu de chances que Fabien Roussel arrive au second tour. Donc, vous voyez, c'est assez bien fait pour finir. Mais vous ne répondez pas. Est-ce que c'est possible à vos yeux que dans un second tour, parce que évidemment, c'est une question essentielle. Mais absolument tout est possible. Absolument tout est possible. Si votre question, c'est de me dire, est-ce que vous croyez qu'une partie de la gauche, qui aujourd'hui dit tout le mal qu'il pense de Jean-Luc Mélenchon, sera capable demain de le rallier? Je vous dis oui, 100 fois oui, d'autant que pendant la campagne, ça a déjà un peu commencé, le loup se déguisera en grand-mère. Vous voyez, à un moment donné, tout ça devient tout doux. Ce ne sera pas le seul, c'est une vieille tactique de campagne. On commence dur, on finit doux. C'est classique. Tout doux, tout gentil. Oui, enfin, il faut pas non plus que ça cache le fond de son projet, qui est un projet inquiétant. Moi, j'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon condamner les propos sur l'insurrection civile de M. Bagayoko. C'est vraiment qui prendra les armes. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération générale en France sur l'extrémisme? Je rappelle quand même, il y a eu le Parti communiste qui faisait quoi? 30% qui prenait la dictature du prolétariat, la rupture. D'une certaine façon, c'était autre chose que Mélenchon. C'était plus dur que Mélenchon. De la même façon d'ailleurs que le FN était plus dur que vous. Mais c'est plus simple de dire de la part de Jean-Luc Mélenchon, bien ramener Mme Panot, par exemple, qui a tenu à peu près les mêmes propos, et M. Bagayoko a la raison en leur disant les élections dans une démocratie, c'est sacré. Celui qui gagne, il est en même temps légalement élu, mais il est aussi légitime, parce que la majorité des Français ont voté pour lui. Vous voyez, il faut le dire, ça. Ce que vous venez de dire il y a quelques secondes est assez fascinant. C'est-à-dire que vous visualisez la scène où, le soir du premier tour, on peut imaginer Jean-Luc Mélenchon avec à côté de lui
un certain nombre de figures de gauche, peut-être du centre, qui diront « j'appelle à voter Mélenchon ou la variante faux cul qui dira à titre personnel, vous connaissez la formule, c'est Barre je crois qui avait fait ça. J'en suis convaincu, titre personnel, pas une voix pour... Oui, voilà. Oui, c'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Il a dit pas une voix pour Marine Le Pen. Bon, ça veut dire voter pour Emmanuel Macron. Voilà. Bon. Qui ira d'après vous? Est-ce qu'Édouard Philippe fera ça? J'essaye de ne pas trop espérer dans les hauts personnages de la vie politique française, histoire de ne pas être trop déçu. Voilà. Mais je pense que ces gens, à un moment, devront penser au pays, à son unité, à sa sérénité. Mais pardon, Gabriel Attal, qui sera autour de la table d'après vous? Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Olivier Faure évidemment, qui d'autre? Gabriel Attal, c'est sûr, puisqu'il l'a déjà fait. Il a déjà retiré des candidats pour faire élire des députés LFI. Donc c'est évident que si le choix est entre M. Mélenchon et moi-même... Et là, vous pouvez perdre. Non, enfin, il faudrait quand même que Gabriel Attal ait une influence plus importante que celle qu'il a, je le crois. Donc voilà. Donc moi, je ne préjuge pas. Ça a marché, pardon, je ne Madame Le préjuge Pen. pas des uns et des autres, mais je n'espère pas. Pas besoin de remonter à Mathusalem. Les dernières législatives, ça a marché. Le front contre vous, pour reprendre la formule du regretté El Kabbach, de quelle couleur sera le mur? Oui, alors en même temps, là, ils sont allés de la France insoumise jusqu'à LR. L'éventail était extrêmement large. Cette fois, les LR ne le feront pas. Cette fois, les LR ne le feront pas. Non, mais l'élection présidentielle, M. Rogeman, n'est pas l'élection législative. L'élection législative, c'est une élection où on fait appel aux forces politiques. L'élection présidentielle, c'est autre chose. Donc moi, je ne veux pas préjuger du positionnement des uns et des autres, mais je m'interdis d'espérer, histoire de ne pas être déçu. Marine Le Pen, pourquoi paraissez-vous aujourd'hui aussi sulfureux, vous, le parti en général? Je pose une question vraiment du fond du cœur. Quand on vous compare un Américain de droite assez lambda, il est pro-peine de mort, vous venez de dire le contraire au début de l'émission, pro-Guantanamo, pro-État policier, très rigoureux, tous azimuts, NSA, espionnage, etc. Il est du genre à dire manifestation un peu dangereuse pour les policiers, on tire dans les jambes. C'est ça la droite dans un très grand pays comme les États-Unis. Sur tous ces sujets, par exemple, vous êtes limé les canines. Vous n'avez plus rien de tout ça, et pourtant vous restez sulfureux. Alors premier tour, c'est génial pour vous. Vous avez très bon sondage. Je crois que vous êtes à 32%. Mais deuxième tour, vous n'avez ni le beurre ni l'argent du beurre. Parce que je pense qu'en réalité, tous ces gens émanent des mêmes cercles, Monsieur Rogeman. En fait, ils gouvernent les uns après les uns avec les autres. Il suffit de regarder le balai, d'ailleurs, de leurs conseillers, de leurs directeurs de cabinet. Ils s'échangent les gens les uns. Et puis, ils se disent que il y a un métronome et que un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche. Et nous sommes intervenus comme étant les gêneurs dans ce jeu bien huilé. Nous sommes les gêneurs et on les a d'ailleurs forcés, vous avez raison de le rappeler en 2024, à se coaliser, c'est-à-dire à montrer en fait le visage de leur unité face au Rassemblement national. Mais ça existe encore, pardon. Boualem-Sansal, je vous donne cet exemple. Boualem-Sansal, il n'est pas suspect d'être un bobo ou je ne sais quoi, voilà. Était notre invité il y a quelque temps, il disait, moi je ne voterai pas RN parce que j'ai peur que derrière le premier rang, il y ait un second rang de droite pas raisonnable. Oui, mais enfin, pour le coup, ce propos n'est pas raisonnable. Parce que la réalité, c'est qu'aucun mouvement n'a été disséqué comme l'est le Rassemblement national. Vous avez eu des zozos, à part faire mais là, vous avez eu de sacrés zozos. Enfin, il y en a partout. Voilà. Ils étaient gratinés. Il y en a partout. Et gratinés, croyez-moi. Sauf qu'il y en a qui font le 20h de France 2 ou de TF1. Il y en a d'autres qui ne font pas le 20h de France 2 et de TF1. Donc, je pense que ce propos, en l'occurrence, n'est pas raisonnable. Mais à force d'avoir dit attention, 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 sûrement il y a des gens qui aujourd'hui, de bonne foi encore, ont des inquiétudes à notre égard. Et notre rôle, M. Rogeman, c'est de les convaincre que les solutions que nous portons sont les meilleures pour le pays, sont des solutions de bon sens, qu'il n'y a aucun danger à les mettre en œuvre. Oui, et comment vous expliquez de venir participer à cela. Madame, comment est-ce que vous expliquez que ce front anti-RN fonctionne néanmoins? Encore une fois, que ce soit justifié ou non, moi c'est pas à moi d'en juger, moi je vous pose des questions, mais regardez ce qui s'est passé à la panthéonisation de Marc Bloch. Et j'aimerais avoir votre réflexion sur l'histoire, parce que c'est frappant de voir que dans un événement pareil, en 2026, le RN porte encore, pour une partie de la classe politique, sans doute, pour une partie du peuple, puisque ça a été le résultat des élections, la tâche
de 1940. Et j'aimerais vous questionner là-dessus, vraiment, de façon... C'est vraiment pas de la petite polémique. Écartons les polémiques faciles, il faut rappeler tout. Il faut rappeler que beaucoup de gens de gauche ont collaboré, que beaucoup de radicaux socialistes ont collaboré. Une des pires ordures qui était Bousquet venait de ce côté-là. Tout ça est vrai. Et beaucoup se sont très bien recyclés à la Libération, y compris d'ailleurs même chez les gaullistes. Tout ça est vrai. Mais il est vrai que vous, le camp nationaliste, l'extrême droite, voilà, appelez ça comme vous voudrez, vous portez une grande partie de la tâche. Pétain et beaucoup de collaborationnistes qui ont fini dans le RN première version. Monsieur Rochebin, pardon, mais en 40... Tout ça, il faut le dire tout ensemble. En 40, disons les choses quand même clairement, mon père avait 12 ans. D'accord ? Donc je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter aussi de raconter n'importe quoi. Et j'ai envie de dire que la réponse est dans votre question. Est-ce que précisément pour faire oublier leur propre brebis galeuse, ils n'ont pas tous pris la décision de mettre la lumière sur les quelques personnalités dont le parcours était contestable au sein du Front National, en oubliant de mettre en lumière d'ailleurs ceux qui ont été des très grands résistants. Il y a eu des résistants, mais il y a eu aussi des Waffen-SS. Il y a eu les deux. Très grands résistants, y compris dans les fondateurs du Front National. Il serait trop long de tous les citer, mais Valette d'Oziac est le créateur du maquis des Glières, de Camaret, les deux frères d'ailleurs, Biaggi mais Bidault. Enfin, à la création du Front National, il y a celui qui a pris la tête du Conseil national de la résistance après Jean Moulin. Vous voyez ? Donc, je pense que peut-être avait-il encore une fois un certain nombre de choses à se faire, à se reprocher, et ils ont trouvé plus facile de venir reprocher au Front National leur propre faute et leur propre peut-être ambiguïté. Même si, M. Rochebin, il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent que à l'époque, dans les années 75 en réalité, De Gaulle avait fait fi de tout ça. Les comptes avaient été réglés, les condamnés avaient été condamnés. Et il a fait fi de tout cela. Il y avait une ambiance d'unité nationale, de rassemblement en réalité de l'ensemble du peuple français. On a trop peu épuré. Non, mais c'est pas le sujet. Mais beaucoup voulaient tourner la page. Et d'ailleurs, un certain nombre ont été rattrapés bien des années plus tard. Je veux dire, Papon, pour le coup, et d'autres, et Bousquet d'ailleurs, également. Donc les uns proches du gaullisme, les autres proches de Mitterrand. Bon, voilà. Donc il y a une mauvaise foi, en fait, à l'égard du Rassemblement national qui est inouïe. Quant à Marc Bloch, pardon, mais sa petite fille qui est allée éructer contre le Rassemblement national sur tous les plateaux de France et de Navarre est une militante LFI. Bon, voilà, ceci explique cela, quoi. Ça n'empêche pas que, voilà, évidemment, il y a eu une rémanence dans votre parti beaucoup plus tardive, avec Le Pen condamné pour antisémitisme. Tout ça est encore présent dans une partie de la population. Oui, je crois objectivement de moins en moins, et heureusement d'ailleurs. Marine Le Pen, De Gaulle, vous venez de le citer. Évidemment, on est fasciné par le fait que De Gaulle, comme vous dites, a réécrit en partie, et dans la grandeur, Première Guerre mondiale et aussi Guerre d'Algérie. Il y a deux événements qui ont beaucoup compté dans l'histoire de la France et dans votre histoire. Vous avez vu le film sur De Gaulle ? Non, je vais y aller, je verrai les deux d'un coup d'ailleurs. La figure de Gaulle est fascinante parce que votre parti s'est fait en grande partie contre lui. Elle est fascinante. Beaucoup d'anciens de l'Ouest, et de gens de l'Ouest chez vous à l'époque. Oui. Aujourd'hui, vous êtes gaulliste ? Je suis gaullienne. Ça veut dire ? Ça veut dire que je partage la vision que De Gaulle avait de la France. Je partage, je pense, le positionnement politique qui était le sien, mais ça veut dire aussi que je ne me sens pas obligé d'adopter l'ensemble des décisions qu'il a prises, car je reste heurté, je le dis très simplement, je reste terriblement heurté par la situation des harkis et l'abandon dont ils ont été victimes, quoi qu'on en dise. La guerre d'Algérie, ça reste pour vous visiblement quelque chose qui n'est pas... C'est pas la guerre d'Algérie qui reste quelque chose. Ce sont des gens qui ont choisi la France. Vous voyez, les harkis, ils ont choisi la France. Et ayant choisi la France, ayant combattu pour elle, on leur a dit, restez donc, on fait fi en fait de votre engagement. Et ça, oui, c'est quelque chose qui me heurte, mais encore une fois, personne n'est
parfait dans son parcours. Est-ce que... En revanche, ce que De Gaulle, la vision que De Gaulle a portée de la France, c'est Marcel Gauchet qui parle du mensonge gaullien. C'est pas une méchanceté. Hein. Oui. C'est de dire en réalité, De Gaulle, il a fait la méthode Coué. Il a dit aux Français, la France est une immense puissance, vous êtes un très grand peuple. La France a gagné alors qu'elle avait perdu. Nous avons gagné et vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, on a vu. Et le miracle s'est déroulé. Et je trouve que c'est extraordinaire la puissance de cet homme et la vision, encore une fois, qu'il avait. Parce qu'en fait, De Gaulle, il était ni droite ni gauche. Clairement. Et il est très dur. Et il dit d'ailleurs, si les gens de droite disent que je suis de gauche et les gens de gauche disent que je suis de droite, c'est qu'en fait... il était très critique d'ailleurs sur les bourgeois dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai. Parce qu'il considérait que beaucoup est allé chez Pétain. C'est donc que je suis bien placé parce que je suis pour la France. Ce sont des propos que je pourrais reprendre à mon compte. Hein. Vous venez de parler de cette espèce de mensonge, de génie qu'il a eu effectivement de faire d'un pays perdant un pays gagnant de la Seconde Guerre mondiale, avec évidemment le courage, le sien, celui des résistants. Est-ce que cette immense figure gaulienne masque le déclin de la France? Quand on regarde à l'échelle d'une vie humaine, 90 ans, la France s'est effondrée en 1940, la France a perdu son empire colonial, vous y êtes venu de vous-même la guerre de décolonisation sanglante de l'Algérie et la décolonisation en général. Tout ça, est-ce que c'est une reculade, de fait? Non. Un déclin? Non, le déclin, il est depuis 40 ans, pardon. C'est-à-dire, vous le datez depuis quand? Non, mais le déclin, il est depuis 40 ans, en réalité. 45 ans. Mitterrand? Le déclin, c'est quand on n'est plus capable de maîtriser ses frontières, c'est quand les enfants savent plus lire, écrire, savent même plus nager, c'est quand on n'arrive plus à soigner alors qu'on avait le premier système de santé au monde, c'est quand on n'arrive même plus à recruter des professeurs tellement c'est l'angoisse de venir enseigner dans les conditions dans lesquelles ils enseignent, c'est quand la justice n'est plus capable parce qu'elle n'en a pas les moyens de rendre des jugements avant 2 ans ou 3 ans, c'est quand l'industrie est en train de s'effondrer sur elle-même, c'est quand on est submergé de produits qu'on importe parce qu'on n'est plus capable de les produire, c'est quand nos agriculteurs se pendent dans les granges. C'est ça le déclin en réalité. Mais c'est pas une fatalité le déclin. Le déclin, c'est la conséquence de décisions politiques qui ont été mauvaises. Voilà. Et donc, il faut prendre des décisions politiques autres qui permettent d'apporter une réponse, parce que ce que De Gaulle a vu